Bonjour, nous nous retrouvons comme nous le faisons régulièrement pour une actualité du pape et du Vatican avec un petit changement. Lou Besmond de Senneville a rejoint la direction de la Croix à Paris et c'est son successeur, Michael Cor, qui nous fait le plaisir et l'honneur de répondre à nos questions. Michael, bonjour. Alors, c'est de l'actualité déjà un peu ancienne, mais le voyage du pape en Belgique a quand même provoqué pas mal de remous et des polémiques. Dites-en-nous un peu plus. Alors, le pape François, son voyage en Belgique, il a été marqué effectivement de plusieurs sujets chauds, de plusieurs sujets clivants. Donc, le premier d'entre eux, c'est la question de l'avortement, puisque le pape François a annoncé la béatification, enfin en tout cas a annoncé le lancement du processus de béatification du roi Baudouin. Il s'est rendu sur sa tombe avec le couple royal belge. Et il a fait mention du fait que le roi Baudouin avait abdiqué pendant un jour ou deux pour éviter d'avoir à signer, puisque le roi en Belgique ratifie les textes législatifs, éviter d'avoir à signer la loi autorisant l'IVG en Belgique. Mais moi, ce que je retiens le plus de ce voyage en Belgique, c'est finalement son passage dans les universités, à Leuven et à Louvain. Alors, c'est vrai que là, il y a eu aussi des questions qui ont été portées par des étudiants ou par le président de l'université de Leuven, question de la place des LGBTQ+ dans l'église, la question de la place des femmes, etc., etc. Et on a parfois eu le sentiment d'un dialogue de sourds entre le pape et le personnel de ces universités, mais je trouve que du coup, on n'a pas forcément peut-être entendu, écouter ce que le pape était venu leur dire, et notamment à Leuven, il a eu tout un discours sur qu'est-ce que c'est qu'une université catholique, qu'est-ce que c'est que aujourd'hui rechercher la vérité sans dogmatisme. Et il y avait des invitations quand même très intéressantes. Les textes sont évidemment disponibles sur le site du Vatican, mais il y avait quand même voilà c'était la raison pour laquelle le pape s'était rendu en Belgique. Alors en plein dans l'actualité en ce moment, le synode qui a ouvert une nouvelle session. On a pu lire dans votre journal La Croix que les Français, les catholiques français étaient un peu lassés. Comment ressentez-vous un peu cette nouvelle session du synode ? Bon, la lassitude déjà, elle est objective. C'est-à-dire que je regardais par exemple la différence entre le nombre de fois où les gens tapaient synode sur Google entre le jour d'ouverture de cette session d'octobre 2024 et de la précédente. Il y a eu une baisse de 77%. Mais ça veut pas dire, à mon avis, qu'il y a un désintérêt pour le synode en soi. C'est juste que ça dure depuis 2021 et maintenant, en fait, en creux de toutes les réactions un peu lasses vis-à-vis du synode, en fait, ce qu'on entend, c'est on a envie d'avoir un document final. C'est-à-dire qu'on a envie que cette assemblée conclue, fasse des propositions au pape. Et c'est ça finalement qui est intéressant. C'est-à-dire que le 27 octobre, cette assemblée de 350 personnes, donc en majorité des évêques, c'est une assemblée épiscopale, mais il y a également 53 femmes, il y a aussi des laïcs, puisque la question de la place des femmes et des laïcs est au cœur des débats. Eh bien, ils vont remettre un document. Alors après, il y a trois options. Soit ce document, il est tellement bon, tellement excellent, il propose des choses tellement concrètes que le pape, il peut très bien décider de le donner in extenso et de dire ça fait partie du magistère, comme si je l'avais écrit moi-même. Et ces documents du synode, on l'a en tant que tel. Soit le pape, bon, le document, il trouve rien à y retenir et il décide de faire ensuite une lettre apostolique dans laquelle il dira ce qu'il veut, puisque in fine, le synode, un synode catholique ne délibère pas. Le synode, il est là pour conseiller le pape. Et, ce qui est sans doute l'option la plus probable, il y aura des choses très intéressantes dans ce texte, peut-être des points sur lesquels les pères et mères du synode seront restés flous, et là le pape amendera, peut-être aussi qu'il réinjectera dans le document, dans le texte final, eh bien des éléments qu'il aura entendus lui-même lors des débats. Bref, pour le moment on ne sait pas, et donc on a un peu la sensation, c'est vrai, de réentendre des choses qu'on a réentendues depuis 2021, et on Et est tous un petit peu dans l'attente d'un document final. passons maintenant à une actualité dramatique, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Terre Sainte, au Liban. Le pape en a beaucoup parlé. Que retenez-vous des propos du pape et du positionnement du Saint-Siège ? Ben, je retiens deux choses. Déjà, c'était il y a quelques jours l'anniversaire du 7 octobre, donc de l'attaque du Hamas contre Israël. L'année dernière, cette attaque, elle était intervenue en plein synode, en plein première session du synode. Et là, aujourd'hui, cet anniversaire est arrivé aussi pendant cette deuxième session du synode. Donc, évidemment, ça a donné lieu à certaines choses.
donc plusieurs initiatives. D'abord, il y a eu une prière à Sainte Marie Majeure dimanche dernier. Le pape avait appelé à suivre la proposition du patriarche latin de Jérusalem sur le fait d'une journée de jeûne et de prière. Il y a eu aussi une levée de fonds au sein de l'Assemblée synodale qui a permis de recueillir 60 000 € envoyés à une paroisse à Gaza. Voilà. Et le pape a tenté de rester sur une ligne de crête dans ses prises de parole publiques autour de cet anniversaire, à la fois de l'attaque et du début de la guerre, d'une guerre qui s'est étendue dernièrement au Liban, une ligne de crête entre à la fois demander, c'est le sens global de la diplomatie du Saint-Siège, demander l'arrêt des conflits, donc demander concrètement à Israël de baisser de plusieurs crans dans l'intensité qu'ils mettent aujourd'hui dans la région, dans l'intensité de la réponse, et en même temps de continuer à appeler aussi à la libération des otages. Mais c'est vrai que, pour vous dire, il y a eu des réactions, notamment côté juif, des réactions qui ont reçu de manière assez difficile, notamment la lettre que le pape François a envoyée aux catholiques du Moyen-Orient. Donc c'est une lettre dans laquelle le pape François, évidemment, puisqu'il parle aux catholiques du Moyen-Orient, a plus parlé de Gaza et a plus parlé des bombardements qu'il n'a parlé des otages. En fait, il n'en a pas fait mention. Il en avait fait mention la veille. Mais cette lettre, elle a été envoyée le jour du 7 octobre. Et c'est vrai que ça a été pris de manière assez difficile par certains juifs. D'une manière générale, on sent que dans la diplomatie du Saint-Siège, il y a l'idée que la guerre doit cesser à tout prix et que ça prime sur le reste. Voilà. Et finalement, l'agenda et le narratif israélien qui consiste à dire que nous sommes dans une réponse et à présenter cette réponse comme une forme de survie ou d'équilibre, eh bien ce n'est pas, en tout cas, l'analyse du Saint-Siège. On termine maintenant cette actualité du pape et du Vatican avec la création d'un certain nombre de cardinaux. Vous avez sûrement, cher Michael, suivi ça de très près. Qu'avez-vous à nous dire sur ces nouveaux cardinaux ? Alors, il y a 3 choses que je trouve très intéressantes dans ces nominations. La première, c'est que 11 des 21 cardinaux qui ont été nommés sont membres d'un ordre religieux. Il y a 4 franciscains, il y a 2 dominicains. Voilà, je ne sais pas encore exactement ce que ça dessine ni comment l'interpréter, mais je trouve que c'est pas rien. C'est assez intéressant du point de vue du pape jésuite, ces créations-là. Ensuite, si on prend les choses de notre point de vue, il y a 3 francophones. Et là, ça permet de bien voir un petit peu les grands équilibres dans l'esprit du pape François. Donc d'abord, on a un Français avec Monseigneur Jean-Paul Vesco, mais qui est en Algérie. Ensuite, on a un archevêque ivoirien avec Monseigneur Ignace Bessidogbo. Et puis, on a ensuite un Belge, Monseigneur Joseph Mathieu, mais qui est archevêque à Téhéran, en Iran. Donc, on voit bien tout ce qu'on a déjà dit maintes et maintes fois sur la diplomatie du pape François. Une autre chose que je voudrais dire et qui est très intéressante, c'est que ces cardinaux qui seront créés le 7 décembre prochain, eh bien, une part d'entre eux, ils sont au synode. Et ça veut dire qu'au synode, aujourd'hui, on a, selon le décompte d'un confrère néerlandais, 49% des cardinaux électeurs qui sont présents. Ça veut dire que, au-delà des enjeux du synode en tant que tel, il y a aussi un enjeu à la pause café, eh bien, ces personnes se rencontrent. Ils peuvent échanger, ils peuvent discuter, ils peuvent voir ce qui les rapproche, ce qui aussi peut-être les différencie, etc., etc. Il y a un enjeu comme ça, je pense, très important. Merci beaucoup. Michael Kor est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome. Il nous fait l'amitié de cette rubrique pour vous de l'actualité du pape et du Vatican. À bientôt.